Bonjour, dans le cadre de la TUD rentrée LAS, on va s'intéresser à un chapitre d'histologie qui est le tissu sanguin. Donc, concernant le plan, il est relativement simple. Dans un premier temps, on va voir l'introduction, puis les différentes méthodes d'études sanguines, les globules rouges, les globules blancs, les différents types de globules blancs, c'est-à-dire les polynucléaires, les lymphocytes et les monocytes, et enfin les plaquettes. Donc on commence le cours, donc déjà on est dans le chapitre du tissu sanguin, et donc premier élément à savoir, oui, le sang est un tissu. Donc en effet, c'est un tissu qui a une matrice extracellulaire qui est liquide. Donc le tissu sanguin, comme je vous l'ai mis dans la diapo, ça se compose donc d'éléments figurés du sang plus d'une matrice liquide. Quand je parle d'éléments figurés du sang, je parle en fait de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes, et la matrice liquide, elle correspond donc en fait au plasma. On va ainsi distinguer les tubes secs, c'est-à-dire sans anticoagulant, permettant une coagulation qui sera irréversible, et les tubes avec EDTA, donc un autre type de tube, une autre méthode, et les tubes avec EDTA, et sachant que le DTA est en fait un chélateur de calcium, c'est-à-dire que ça absorbe le calcium, et or le calcium est un élément indispensable à la coagulation. Donc, dans un tube avec EDTA, il n'y aura pas de coagulation, mais il y aura une séparation réversible du plasma en haut, avec un culot de globules rouges en bas, et les plaquettes et les globules blancs qui seront donc en fait au milieu. J'en profite pour, dans les différentes méthodes d'études sanguines pour introduire la définition très importante d'hématocrite. Ça, il vous faut le savoir par cœur. L'hématocrite, ça correspond au volume de sang occupé par les globules rouges. Donc on attaque, on va savoir donc là maintenant ce qu'on appelle les globules rouges. Donc globules rouges, hématies et érythrocytes, c'est synonyme, c'est la même chose. Et donc là il y a un tableau, je sais qu'il est assez relou à apprendre, mais il vous faut le savoir par cœur. C'est très important. Donc le taux d'hémoglobine, l'hématocrite dont je vous ai donné la définition juste avant, le nombre de globules rouges, le VGM, donc VGM ça signifie volume globulaire moyen. Et pareil concernant la CCMH, c'est-à-dire la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine par globule rouge. Donc tout ça, il vous faut le savoir par cœur. Il faut bien différencier les valeurs pour les hommes et pour les femmes. Et les VGM et les CCMH, ça veut dire que c'est la même chose pour les hommes et pour les femmes. Mais bien distinguer pour le taux d'hémoglobine, l'hématocrite et le nombre de globules rouges, hommes et femmes. Il y a des questions qui tombent, ça il vous faut le savoir. Donc la diapo juste avant, c'était assez quantitatif concernant les globules rouges. Mais concernant l'aspect qualitatif des globules rouges, on va distinguer donc ce qu'on appelle l'anisocytose, qui correspond à une anomalie de taille, la poikilocytose, qui correspond à une anomalie de forme, et l'hypochromie, qui correspond à une anomalie du taux d'hémoglobine. Donc là maintenant, on s'intéresse à la composition donc, des globules rouges. Donc les globules rouges, ils se composent d'une membrane plasmique, d'un cytoplasme, et après on verra donc en gros leur devenir, leur origine, et là où se forment en fait les globules rouges. Donc on attaque là avec ce qu'on appelle donc on voit la membrane plasmique. Donc la membrane plasmique des globules rouges, c'est comme la membrane plasmique de toute cellule, c'est une double couche lipidique où s'insèrent des protéines transmembranaires. Ces protéines transmembranaires, ce sera par exemple des tétramères de spectrine, des filaments d'actine et des protéines d'association qui forment par exemple le nœud du réseau de spectrine. Et ce nœud du réseau de spectrine, il faut bien savoir qu'il va être du côté cytosolique de la membrane plasmique. On peut avoir des possibilités de maladies, telle que la maladie de Minkowski-Schoffer, qui se caractérise par une anomalie des protéines d'association et une modification donc par conséquent de la forme des globules rouges. Donc après on va s'intéresser donc là au cytoplasme, du coup de l'hématie. Donc le cytoplasme il se compose de 2/3 d'enzymes, d'eau, d'ions, de glucose et d'1/3 d'hémoglobine. Cette dernière, donc l'hémoglobine, qui se situe au sein de l'hématine, hématie égale globule rouge, est constituée de 2 fractions. Donc l'hémoglobine, elle est constituée de 2 fractions. Une globine et une M. L'M, qu'est-ce que c'est? C'est la partie qui fixe une molécule d'oxygène par l'intermédiaire du fer ferreux, et non pas par l'intermédiaire du fer ferrique. Ça, c'est un piège que la prof pose. Donc il faut comprendre que l'M, elle fixe l'oxygène par l'intermédiaire du fer ferreux, et non pas par l'intermédiaire du fer ferrique. Et le fer ferreux, c'est Fe2+. Donc tu as 4 M, donc 4 possibilités de fixation d'O2 par l'hémoglobine. De même, l'hémoglobine, elle a par conséquent, comme on a dit, un rôle de transport d'oxygène, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Donc, on va avoir donc, ce qu'on appelle l'oxyhémoglobine, c'est une hémoglobine qui a fixé 4 molécules d'oxygène fonctionnelles. Donc ça, l'oxyhémoglobine, c'est bien. Après, tu as ce qu'on appelle la carbaminohémoglobine, c'est une hémoglobine qui fixe du CO2. Qu'il faudra différencier la carbaminohémoglobine de la carboxyhémoglobine,
qui fixe du coup le monoxyde d'azote. Il faudra de même distinguer donc la méthémoglobine, qui est une hémoglobine contenant du fer ferrique, Fe3+, donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont des hémoglobines non fonctionnelles, donc bien comprendre que l'hémoglobine fixe l'oxygène par l'intermédiaire du fer ferreux, Fe2+, et non pas par l'intermédiaire du fer ferrique, Fe3+, parce qu'elle sera non fonctionnelle. Donc j'ai juste oublié de vous mettre dans la diapo d'avant le devenir, l'origine et la formation des globules rouges. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours, puis ils vont avoir une destruction majoritairement au niveau de la rate. Donc là maintenant on enchaîne sur une autre partie qui s'appelle les globules blancs, les leucocytes. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que on va distinguer donc les polynucléaires. Donc on va distinguer 3 types de polynucléaires. Les polynucléaires neutrophiles, basophiles et éosinophiles. Donc les chiffres que je vous ai mis dans la diapo, c'est à savoir aussi. Donc on commence par ce qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles. Donc on va s'intéresser à leur morphologie. Ils se distingueront des autres polynucléaires, les polynucléaires neutrophiles, par des granulations qu'ils vont avoir, qui seront azurophiles ou primaires. Puis après, ensuite, ils auront aussi des granulations neutrophiles secondaires. Donc quel est le rôle donc, là, de nos polynucléaires neutrophiles? C'est la défense antibactérienne aspécifique, donc non spécifique, grâce par exemple à la diapédèse, la mobilité active, le chimiotactisme et la phagocytose, d'où le nom de cellules microphages, déclenchant une explosion métabolique qui vont en fait tuer les polynucléaires neutrophiles en 1 heure, et cela va agir donc en gros par 2 voies. En effet, les polynucléaires neutrophiles, par leur défense aspécifique, ils vont à la fin de leur défense mourir. Et ils vont tellement dégrader l'agent pathogène qu'ils vont eux-mêmes mourir. Et leur mécanisme de dégradation d'O2, c'est soit leur mécanisme de dégradation de l'agent pathogène, ça sera soit avec de l'oxygène, avec des dérivés réactifs de l'O2, qui seront par exemple bactéricides, et ça va aussi pouvoir détruire du coup les agents pathogènes sans oxygène, avec des protéines basiques et cationiques. On continue, on s'intéresse ici donc maintenant aux polynucléaires basophiles, et on va s'intéresser donc là à leur morphologie. Donc ils vont avoir quelques granulations primaires, donc azurophiles, et beaucoup de granulations secondaires, basophiles, qui masquent le noyau. Leur rôle à nos polynucléaires basophiles sera la manifestation, ils vont avoir un rôle dans la manifestation allergique de type immédiat, par ce qu'on appelle l'immunoglobuline E, dont le contact va entraîner la dégranulation des polynucléaires basophiles, libérant ainsi l'histamine. C'est-à-dire que quand l'immunoglobuline E va rentrer en contact avec les polynucléaires basophiles, ça va libérer l'histamine. Donc on continue avec les polynucléaires éosinophiles. Leur morphologie, quant à elles vont avoir du coup des granulations ovoïdes à formation cristalloïde secondaire et éosinophiles, distinguables du coup en microscopie optique au sein d'une matrice plus dense. Mais attention, en microscopie optique, on n'observera pas du coup le continu des granulations qui seront quant à eux visibles uniquement en microscopie électronique. Les propriétés donc de ces polynucléaires éosinophiles, ça sera la diapédèse, la mobilité active, le chimiotactisme vers les immunoglobulines E, et phagocytose de l'histamine et du complexe antigène immunoglobuline E. Leur rôle sera de diminuer du coup les réactions allergiques immédiates ou retardées en neutralisant l'histamine et en phagocytant donc les complexes antigène immunoglobuline E et inhibant du coup la dégranulation des polynucléaires basophiles. Et ainsi, donc ça va aussi avoir un rôle du coup dans la défense antiparasitaire. Quoi qu'il en soit, ils vont rester 12 heures dans le sang, puis 10 jours dans les tissus, du type respiratoire, digestif et dans la peau. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais ça il faut le savoir, le chimiotactisme, ça veut dire que les polynucléaires éosinophiles vont être attirés vers les immunoglobulines E. Ils se déplacent vers. Et la phagocytose, ça veut dire en gros qu'il absorbe. Et la diapédèse, ça veut dire qu'ils vont sortir des vaisseaux sanguins pour aller dans les tissus. Maintenant, toujours dans la catégorie des globules blancs, on va s'intéresser donc aux lymphocytes. Donc les lymphocytes, donc on va voir donc là leur morphologie. Donc il y a 2 formes principales donc, de lymphocytes. Le petit lymphocyte qui mesure entre 6 et 9 micromètres, donc micro, donc 10-6, sans granulation, et le grand lymphocyte qui mesure entre 9 et 15 micromètres, cytoplasme abondant avec des granulations azurophiles. Donc là, leur propriété, ça va donc être la diapédèse, du sang vers les tissus et des tissus vers le sang, avec une mobilité active. Donc on va distinguer aussi les lymphocytes de type B, qui vont avoir une réponse immunitaire à médiation humorale,
et les lymphocytes du type T qui vont donc avoir une réponse immunitaire à médiation cellulaire. On va de même s'intéresser donc là aux monocytes, qui sont aussi des leucocytes. Donc leur morphologie, c'est qu'ils vont avoir donc de nombreuses granulations du type azurophile, et leur propriété et leur rôle sera une défense non spécifique de type phagocytose, et spécifique avec la présentation d'antigènes aux lymphocytes T. Donc on va maintenant, pour terminer, voir les plaquettes ou thrombocytes. Donc leur morphologie, c'est que c'est les plus petites cellules que l'on retrouve sur un frottis sanguin. Leur rôle, c'est l'hémostase des plaquettes, c'est-à-dire soit la formation d'un caillou de fibrine pour reboucher une brèche. En quelque sorte, en fait, c'est grâce aux plaquettes, j'essaye de le faire simple, que en fait, vous arrêtez de saigner quand vous vous coupez. Donc, et l'hémostase, ce mécanisme, c'est l'hémostase. Donc l'hémostase, on va avoir donc l'hémostase primaire, qui se caractérise par l'adhésion plaquettaire. En effet, l'adhésion plaquettaire, c'est un contact de plaquettes avec des fibres de collagène du tissu grâce aux récepteurs et aux facteurs de von Willebrand des plaquettes. C'est-à-dire qu'en fait, les plaquettes elles vont avoir du coup des récepteurs de von Willebrand, et lorsque les plaquettes elles vont être en contact avec le tissu conjonctif sous-jacent, ça va activer l'hémostase primaire. Après, on va donc avoir ce qu'on appelle l'activation plaquettaire, c'est-à-dire que les plaquettes discoïdes avec des pseudopodes, elles vont avoir une extérioration des récepteurs aux fibrinogènes et une libération du contenu des granules denses. Et en faisant ça, on va recruter et activer du coup les autres plaquettes. Et pour terminer l'hémostase primaire, on va donc avoir l'agrégation plaquettaire, une augmentation du calcium qui permet interaction entre le fibrinogène et son récepteur, permettant ainsi la formation de ponts interplaquettaires. Donc tout ça, ça renvoie à l'hémostase primaire. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'hémostase secondaire, qui correspond à la coagulation, donc coagulation égale hémostase secondaire. C'est-à-dire qu'on va donc avoir la formation d'un caillou de fibrine avec des thrombines qui assurent la polymérisation des fibrinogènes en fibrine. Donc bien comprendre que le fibrinogène donne de la fibrine. Et après, on va donc avoir ce qu'on appelle la fibrinolyse, c'est-à-dire qu'on va avoir une rétractation du caillou avec une lyse par les plasmines et des fibrines. Produit de dégradation de la fibrine. En fait, ce qu'il faut comprendre là dans la fibrinolyse, c'est que on va dégrader le caillou de fibrine en produit de dégradation de la fibrine. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, la fibrine ne devient pas du coup du fibrinogène. La fibrinogène donne de la fibrine, mais la fibrine donne de la produit de dégradation de la fibrine au cours de la fibrinolyse et ne donne pas de fibrinogène au cours de la fibrinolyse. La fibrinolyse étant le mécanisme qui conduit à la transformation du coup de la fibrine en produit de dégradation de la fibrine.